Alors, bonsoir tout le monde, bienvenue. Super contente de vous accueillir à la conférence de Lydia sur le Népal et l'Himalaya. Vous avez répondu en grand nombre, je suis bien contente, c'est super le fun. Ce soir, on va faire un beau voyage au Népal via les photos et les récits. Bon, il y a d'autres filles qui arrivent, c'est merveilleux. Les photos et les récits de Lydia lors d'un trekking qu'elle a fait en 2017 sur le sentier qui mène au Népal. Fait que c'est bien le fun et puis je veux vous faire une petite biographie de Lydia parce que c'est fort intéressant de voir son parcours. Lydia est née en Belgique, côté flamand. Alors là, j'ai compris que le côté flamand, la Belgique est divisée en deux. Le nord de la Belgique, si je me rappelle bien, Lydia, on parle néerlandais. Oui, tout à fait. Voilà. Et le sud de la Belgique est plutôt français. Donc, Lydia est née de parents polonais. Elle a obtenu une maîtrise en photographie en Belgique. Elle a vécu là-bas jusqu'à 22 ans et elle a fait des stages en photographie pendant plusieurs mois à New York, dans la grande ville de New York. Elle a pris des photographies notamment de théâtre off-Broadway et sur Broadway. Donc, elle a fait son apprentissage de l'anglais à New York. Ensuite, Lydia a passé 3 ans à Toronto, où elle a travaillé comme photographe professionnelle dans le monde du spectacle, de la danse, du ballet et du théâtre. En 1994, enfin, elle arrive à Montréal et elle fait une demande d'immigration et fait ses apprentissages du français. Elle continue à travailler comme photographe. En 1999, Lydia réoriente sa carrière et la voilà qui s'enligne dans des études de Feng Shui. L'aménagement basé sur la circulation d'énergie, des influences qu'ont l'environnement sur nous. Elle devient donc consultante en Feng Shui. En 2005-2006, retour aux études pour Lydia, où elle obtient un DEC en design intérieur. Elle travaille comme designer d'intérieur, surtout pour des espaces commerciaux. Et rendue là pendant 15 ans, fini plus de photographie pour Lydia qu'elle a lentement retrouvé à partir de 2014, alors 15 ans d'absence photographique. Et là, depuis 2016, un grand voyage solo par année qui mène Lydia à faire des livres, des publications de livres, des conférences. Et maintenant, ce soir, elle va nous livrer une combinaison des deux, sa passion pour le voyage et sa passion pour la photographie. Vous allez voir comme moi à quel point Lydia recherche l'authenticité dans son rapport avec les gens et les paysages. Donc, sans plus tarder, Lydia, je te cède la parole pour ta belle conférence, ma chère. Merci beaucoup, Carole, pour cette introduction. Une des raisons, c'est parce que j'ai un accent et je ne voulais pas que le monde se pose la question toute la conférence, pourquoi je parle avec un accent. Donc, bienvenue tout le monde. Je suis très, très contente aussi de vous voir. Donc, je vais faire la conférence en plusieurs parties. La première partie, ça va être sur Katmandou. Ensuite, on va faire tout le bout du trekking. Quand on revient du trekking, il va y avoir une partie Bhaktapur qui n'est pas loin de Katmandou. Et à la fin, la dernière demi-heure, on va passer par l'équipement. C'est plus de photos, j'ai quelques affaires de l'équipement que j'ai apporté, aussi des trucs à partager. Donc, et c'est dans ce temps-là qu'on va avoir une période pour les questions. Donc, on va commencer. Donc, pourquoi le Népal? J'avais fait un voyage au Vietnam l'année avant. C'était mon premier grand voyage dans le sud-est d'Asie. Et ça m'a pris beaucoup de courage, mais ça s'est très, très bien passé. Je me disais, maintenant, j'ai la liberté d'aller où je veux. J'étais, comme enfant, toujours déjà passionnée par tout ce qui avait à voir avec le mont Everest. Donc, je regardais tous les reportages et je trouvais ça fascinant, le mont même, mais aussi toute la culture des Sherpas, des Yaks et tout ce monde-là. Donc là, j'ai dit, ce sera vraiment un rêve d'aller au Népal. Et là, je regardais un reportage justement de Charlie Boorman et ça s'appelait By Any Means. Et à un moment donné, il va dans le monastère à Tamboche.
Temboche, c'est le dernier grand monastère avant le mont Everest. C'est là où tous les gens qui vont sur l'Everest vont recevoir leur bénédiction. Et je trouvais ça vraiment magnifique quand j'ai vu ça dans ce reportage-là. Et je me disais, ce sera vraiment génial de voir les moines dans les Himalayas. C'était quelque chose que visuellement, ça me stimulait beaucoup. Et ce que j'ai réalisé, parce qu'il y a 2 périodes pour aller au Népal. C'est en mois d'avril-mai ou c'est pour aller en octobre-novembre. Ça, c'est la période, on peut toujours aller au Népal, mais ça, c'est la période qu'on va aller dans les montagnes. C'est la meilleure température. Et là, j'ai réalisé qu'en octobre, il y avait un festival dans cette monastère qui s'appelait le Maniremdu. Et là, je visualisais dans ma tête, je dis, ce sera vraiment génial d'être là pendant ces festivités-là et prendre des photos des moines avec les Himalayas en arrière-plan. Et c'est comme un but que je me suis fixé. Et donc, j'ai commencé à faire des recherches et je me lançais pour partir au Népal. Donc là, on va commencer avec des images. Ça va être plus intéressant que de me regarder. OK, donc on y est. Donc, je vais juste vous situer le Népal d'abord. On voit que le Népal se trouve ici. Ce n'est pas un super grand pays en comparaison de l'Inde ou tout ce qu'on voit en Chine. Donc, c'est vraiment entre l'Inde et Chine. Et on voit la chaîne Himalaya, toute ça qui part de l'Inde, Népal et Bhoutan. Pour y aller, et ici on voit donc le Népal un peu plus grand. Les endroits où je suis allée, c'était à Katmandou, qui est la capitale de Népal. Je suis allée à Bhaktapur, qui est à peu près 45 minutes de Katmandou. Et on voit ici à droite le mont Everest. Donc, il faut prendre un avion de Katmandou à Lukla, et de Lukla, on va se promener jusqu'à le mont Everest. La promenade, c'est plutôt en randonnée, je dirais. Donc ici, j'avais fait la cédule, comment me rendre, qu'est-ce que j'ai à faire et tout ça. Donc la première chose, c'était de trouver la date pour le Maniremdu. C'était très compliqué. Un site disait c'est ce week-end-là, un autre site disait un autre week-end. Je savais que j'avais un guide que je devais engagé pour un porteur pour porter mes bagages. Donc, j'ai trouvé une agence et cette agence-là, mais ils m'ont dit, OK, le Maniremdu, c'est ce samedi-là. Donc, j'ai fait toute ma cédule autour de, parce qu'ils disaient c'est autour de pleine lune, donc la pleine lune ici. Donc, j'ai dit, je vais être là pour le Maniremdu. Lendemain aussi, et après, j'ai décalé. J'ai dit, OK, avant ça, je veux voir combien de jours ça me prend pour me rendre jusqu'à Temboche. Et avant ça, je voulais visiter Katmandou. Donc, c'était un peu la cédule que j'ai faite. Maintenant, pour se rendre à Katmandou, il fallait prendre 4 avions. Donc, un avion d'ici, de Montréal à Toronto, Toronto, Vancouver, Vancouver en Chine et de Chine à Katmandou. Et le total de porte à porte, c'était 37 heures. Donc, c'est un long voyage, mais ça s'est bien passé. J'ai comme quelques affaires. Donc, j'ai booké des hôtels ici. J'avais la carte, j'avais un livre et bien sûr le chocolat belge. Parce que moi, mais il disait que quand on va en altitude et on n'a pas faim, c'est vraiment important d'apporter du chocolat. Donc, c'est sûr pour moi, je prends ces conseils-là. Donc là, c'est à l'aéroport en Chine. Il fallait attendre assez longtemps. Et on a accès au Wi-Fi, par contre, pas au Google et tout ça. C'était assez spécial comment c'était fait à l'aéroport. Et là, on voit Katmandou. Donc, normalement, la plupart des gens, ils vont ici, dans ce coin-là, à Thamel. Thamel, c'est l'endroit touristique où tous les gens qui vont à sac à dos, les hôtels, en tout cas, c'est surtout là où les touristes se trouvent. Par contre, je voulais vraiment voir le Buddhanath Stupa qui est ici à droite et je me disais, OK, de Thamel, c'est assez loin d'y aller.
Donc, j'ai dit, mais ce sera peut-être plus agréable au début avoir un hôtel pas loin de Buddhanath Stupa, me promener là et ensuite aller à Tamil. Et ça, c'était vraiment une bonne idée parce que j'ai moins aimé Tamil. Ici, c'était vraiment plus authentique. Donc, je suis arrivée ici. On va voir que d'abord, on va visiter le Buddhanath Stupa. Après, je me suis promenée au monastère qui est sur une montagne. On va voir le Pashupatinath. Ça, c'est un temple hindou. Ils font des crémations. Et ici, à gauche, ça va être le temple des singes qu'on va visiter. Et cet endroit-là, bien sûr, c'est plus proche du Tamil. Et à Tamil, on va parler de l'équipement. Donc là, on est vraiment parti. Donc ça, c'était mon premier matin. Je suis arrivée. C'était un peu pour le visa, on peut l'avoir à l'aéroport. Donc, c'est pas trop compliqué, mais c'est mieux de remplir les papiers avant. Et je suis arrivée en soirée. Donc, le premier matin, c'était ma vue de mon hôtel. C'était un peu spécial. Donc là, il me disait de l'hôtel, c'était à 10 minutes de Stupa Buddhanath. C'est le lieu de pèlerinage pour tous les bouddhistes. C'est le plus grand stupa au monde. Et ce que les gens font, les pèlerins, ils arrivent ici, ils font tout le tour autour de Buddhanath. C'est vraiment très, très impressionnant. Il y a plein de moulins de prière et les gens, mais, ils passent et ils touchent avec leurs mains autour des moulins et ils vont tout dans le sens d'aiguille de montre. C'était vraiment très, très beau à voir. Et c'est les yeux du Bouddha et ils l'ont sur les 4 côtés. Maintenant, partout au Népal, et ça vient de Tibet, on a les drapeaux de prière. C'est vraiment beau. La raison qu'ils ont ça, il y a des mantras dessus et chaque couleur, ça représente un élément. Donc, disons que le bleu, ça représente le ciel, le blanc, c'est l'air, le rouge, c'est le feu, le jaune, c'est la terre et le vert, c'est l'eau. Donc, ce qu'il dit, c'est que quand le vent caresse les drapeaux et on voit la prière dans le ciel et ça va toucher à tout le monde. C'est très, très coloré. Je le trouve vraiment beau. Et ici, on voit donc tous les moulins de prière. Et c'est de nouveau, c'est des mantras qui sont dessus. Donc, au lieu de faire une prière, les gens le touchent avec leurs mains et ça tourne autour et ça envoie la prière dans l'air. Donc, ça, c'est une forme de moulin de prière, mais on a aussi cela. Donc, les gens, ils vont autour de Buddhanath et ils tournent le moulin. Et c'est la façon qu'ils font leur prière. Ça, je trouve un peu comique parce que je dis tout le monde est en train de prier, même les pigeons. Je ne sais pas ce que c'était quoi, mais il y avait des graines pour les pigeons et il y a un peu comme l'hiéroglyphe. Il y a quelque chose sculpté de prière dans ça aussi, mais je suis arrivée quand le petit pigeon était en train de prier, ça a l'air. Et donc, ce que j'aime le plus, c'est photographier les gens. Donc, ça, c'était ma première journée. Je me suis promenée là et je trouvais ça si coloré. Surtout le fait qu'on vient d'ici où tout le monde porte des jeans de couleurs assez ternes. Là-bas, il y avait le soleil super fort et très, très coloré, tout ce que les gens portaient. Aussi, je trouvais comme un spécial la madame avec son cellulaire. Et à droite ici, on voit les jeunes. Je les photographie et ensuite la madame au milieu, elle a fait un signe vers moi et je me demandais qu'est-ce qu'elle voulait. Et elle ne parlait pas l'anglais, mais elle demandait pour que je prenne une photo d'elle. Et j'ai dit, oui, dans ma recherche, j'avais lu qu'il y a des gens qui demandent des photos et après, ils demandent pour l'argent. Mais j'ai dit, ouais, c'est pas grave. Donc là, je prends des photos de la madame. Après, elle était toute souriante, toute contente et j'étais prête pour lui donner l'argent, mais elle m'a rien demandé. Donc, c'était vraiment, elle voulait aussi être photographiée. Je trouvais ça très sympathique. Donc, devant le temple et en face du Buddhanath, on avait un moine qui était là avec sa bolle. Il était là pendant des heures dans le soleil.
avec ses yeux fermés. On voyait tous les pigeons qui étaient autour de lui. Et je me rapprochais de lui, j'étais en train de prendre des photos. Et à un moment donné, il entendait les clics, là, il a ouvert ses yeux un petit peu, donc j'ai eu droit à un petit sourire. Mais je le trouvais très, très beau, ce moine. Et donc ici, on voit un plus grand moulin à prière. Et ça, c'est vraiment en face de Stupa Buddhanath. C'est dans un monastère. Et là, c'est vraiment très, très grand. C'est vraiment magnifique. Et toute la journée, on voit des gens qui vont entrer, ils vont faire quelques tours, font leur prière et après, ils sortent. Et c'est en sanskrit, toutes les mantras qui sont dessus. Donc, en face de Buddhanath, on a aussi beaucoup de magasins. Et moi, je recommande pour les gens, à la fin de la conférence, je vais vous expliquer un peu qu'est-ce que ce sera bien d'emmener au Népal. Mais si vous voulez, ce sera bien aussi d'acheter des choses là-bas parce qu'on voit des trucs, c'est tout fait à la main, mais ça coûte 2-3 $. Et ça encourage les gens là-bas, ils sont toutes contentes. Et ils ne vous harcèlent pas pour acheter comme il y a certains autres pays que j'ai visités. Ici, c'est vraiment, on a le choix, ils sont super sympathiques et ça fait aussi des beaux cadeaux. Donc, je trouvais ça vraiment très sympathique. Donc là, il y avait une femme qui, c'était toutes des épices. Il y avait aussi des lentilles, tout ça qu'elle vendait, mais c'est juste dans les rues. Quand la première journée que j'ai marché là, je me trouvais comme si j'étais sur un plateau de tournage. Je dis, il y a une lumière très forte, il y a toutes ces couleurs-là. C'était comme les gens étaient costumés, mais ce n'était pas des costumes, c'est leur quotidien. Mais je regardais autour de moi et je dis, mon Dieu, c'est magnifique ici. Je dis, comment ça se fait que je ne suis pas venue plus tôt? Et on dit d'ailleurs pour le Népal que les gens, ils viennent au Népal pour visiter les montagnes, mais ils reviennent pour revoir le monde parce qu'ils sont vraiment, ils sont vraiment sympathiques. Et en même temps, je trouve qu'il y a vraiment une connexion qui arrive. Ici, j'ai visité un monastère bouddhiste en cours de route. Et à l'intérieur, c'est sûr que j'essaie toujours d'aller à l'intérieur. Il était en train de peinturer, donc il avait peinturé tout le Bouddha doré. Et là, il était en train de peinturer en bas. C'est des moines bouddhistes, mais il y avait beaucoup de jeunes. C'était comme une école. Et ça, c'était aussi un moine bouddhiste qui faisait comme des mandalas, mais c'était avec un fil. Donc, il y a comme un papier avec des prières dessus, avec un peu de safran dessus. Et après, il va envelopper, mais il fait ça avec une petite fil toute colorée et ça fait comme des petits dessins. C'est des amulets. Et ma première journée, le soir, je dis, mais je vais retourner au Buddhanath Stupa pour voir qu'est-ce qui se passe. Et en face, il y avait donc le monastère. Je suis montée jusqu'à le 3e étage. Et là, c'était à l'extérieur. Il y avait tout plein de chandelles. Et je suis allée ici. Et ça, c'était un espace fermé, mais c'était des chandelles à droite, à gauche, en arrière. Je suis entrée dans ça, mais c'était comme un four. C'était chaud. J'avais même peur que mon sac à dos prenne le feu. C'était vraiment très, très chaud. Mais ça, c'était 2 moines chinois, des femmes finalement, qui étaient là. Ils m'ont demandé après pour le prendre en photo. Mais c'était vraiment magnifique. Et ça, le monsieur est en train encore d'allumer des chandelles d'or. Et c'est tout de l'huile de beurre qu'il utilise pour ça. Il le remplit, c'est comme un liquide. Il remplit pendant la journée, le soir, il allume ça. OK. Le lendemain, donc, j'avais bien aimé le Buddhanath, tous ces endroits-là, le côté bouddhiste. Et le lendemain, mais je me suis dit, je vais aller à Pashupatinath. Ça, c'est donc un temple hindou, ils font des crémations. C'est un peu plus loin de l'hôtel où je restais. Donc, je dis, OK, je vais prendre un taxi. Mais un taxi, c'était un grand mot parce que je ne sais même pas comment les voitures tiennent debout là parce que les rues sont dans un si mauvais état qu'on ne peut même pas s'appuyer de dos contre le siège parce qu'on bouge, on saute presque à travers le plafond
de la voiture. Les portes, ils se tiennent avec des cordes, du tape. En tout cas, j'avais jamais vu ça. Et on bougeait. Je dis, mon Dieu, c'est vraiment quelque chose. Et donc, j'avais un peu peur parce que je dis, ah, ouais, je connais rien là-bas. Je n'avais pas un GPS. Donc là, le taxi me dépose, il dit, c'est là-bas. Et là, je sors du taxi, c'est ça que je vois. Je dis, oh mon Dieu, c'est quoi tout ça? Donc, tu vois des vaches, des fleurs, des gens. Et je ne voyais pas le temple. Donc là, j'essaie d'expliquer, mais il est où le temple que je veux trouver? Mais les gens ne comprenaient pas parce qu'ils ne parlaient pas l'anglais. Donc, j'avais un petit peu peur quand même dans cet endroit-là. Et là, on voit le Holy Cow. Ils sont comme en Inde, ils sont très respectés, les vaches. Et surtout ici, dans cet endroit-là, parce que c'était le hindou. Et on voit un peu ce que je voyais autour. Donc, c'était madame qui était en train de nourrir la vache. Ici, ils vendaient toutes les fleurs. C'est des vraies fleurs qu'on donne en offrande au temple. Cette madame est en train de frire comme des beignes. Ici aussi, c'est surtout des fleurs, mais c'est de nouveau très, très coloré. Et la température pendant la journée est entre 20-25 degrés. Donc, c'était vraiment une bonne période. Il n'y avait pas de pluie. Et finalement, j'ai trouvé le chemin pour aller à ce fameux temple. Mais en cours de route, il y avait plein de, je dirais, les prêtres qui étaient assis à terre. Et les gens allaient là pour avoir une bénédiction. Donc, je l'ai photographié ici. Lui, le monsieur, mais c'était le grossiste, je pense, des fleurs. Il arrivait là le matin, il distribuait dans différents kiosques. Et à droite, on a le sadhu. Donc, ça, c'est comme le prêtre hindou. Ici, on le voit aussi. Ils sont vraiment autour de temples. On en voit beaucoup en Inde, mais ici, le fait que c'était l'endroit hindou, on le voyait. En plus, j'avais une super belle lumière. Donc, à droite, c'est encore un autre sadhu. La lumière était magnifique. Et ici, à gauche, j'ai juste pris quelques photos de cet endroit-là parce que c'est l'endroit de crémation et je me sentais un peu mal de photographier une crémation parce que nous, comme touristes aussi, on n'est pas hindous. On ne peut pas aller plus proche, mais on voyait quand même tout. Donc, j'étais là pendant qu'ils faisaient la crémation, mais j'ai vraiment juste regardé. Et ensuite, quand c'était fini, j'ai juste photographié ceci où on voit les cendres. La plupart de la famille est déjà partie et après, il a éteint ça. Il met les cendres dans la rivière. Par contre, ce que je trouve un peu spécial, c'est qu'il y a des enfants qui vont ensuite dans l'eau pour trouver comme des bagues ou des bijoux des gens qui étaient là. Mais, où il y a les cendres, mais il reste encore les bijoux. Donc, ils vont chercher ça. Donc, ça, je trouve un peu spécial. Et aussi, dépendamment de si on est riche ou pas riche. Donc, ici, cet endroit-là, c'était pour les plus riches. Ceux qui étaient plus pauvres, c'était un autre endroit. Donc, on voyait qu'il y avait différents endroits. Ah oui, ça, c'est mon taxi. Juste pour montrer un peu comment ça bouge. Et ici, donc, c'est le monastère que je voulais visiter. C'est un monastère bouddhiste. Ça s'appelle le monastère Kopan. Et ça, c'est un monastère où on peut même y aller pour une semaine ou deux, de faire des retraites de méditation et tout ça. Donc, je me disais que ce serait vraiment intéressant de voir ce monastère. Donc, j'ai pris le taxi. D'abord, je suis allée visiter le jardin en arrière. C'était magnifique. J'avais vu cette femme-là à gauche qui se promenait avec une autre femme et je dis, ah, elle est vraiment colorée de nouveau. Donc, j'ai demandé si je pouvais prendre une photo et oui, elle a posé pour une photo, mais elle ne parlait pas l'anglais. Et ça, c'était un père avec sa fille qui était toute fière de son enfant. C'était vraiment sympathique. Maintenant, ce qui est arrivé, c'est que je voulais entrer dans ce monastère, dans le temple, mais il était fermé. Et là, je me disais, ah, c'est vraiment dommage que
je ne peux pas aller le visiter. Je fais tout ce chemin-là, mais tout était barré. Et même les deux femmes de tout à l'heure, mais ils me faisaient signe que c'était fermé. Je dis, ah, c'est dommage. Donc là, je dis, OK, mais au moins, j'ai vu le jardin et j'ai vu ce qu'il y a autour. Et là, je descendais vers la sortie. Et quand j'étais à la sortie, je me suis tournée de bord. Et là, j'ai vu un moine dans une fenêtre, comme en deuxième étage. Et là, j'ai fait signe un peu, we visit interior of temple, en tout cas, j'ai crié un petit peu. Et là, finalement, il fait signe pour venir. Je dis, ah, ben, c'est bien. Donc là, je suis allée vers le moine et lui dit, oui, on est fermé, mais je peux ouvrir pour vous. Donc moi, il a ouvert pour moi et les deux femmes, ils ont suivi. Donc je le trouvais vraiment sympathique. Et là, on voyait à l'intérieur du temple, il y avait comme le Dalai Lama, une photo de Dalai Lama, mais il y avait d'autres. Et le Bouddha au milieu. Et après, j'ai dit au moine, est-ce que je peux vous prendre en photo? Parce que je trouvais la porte d'entrée vraiment magnifique. Et je dis, est-ce que je peux prendre une photo de vous comme souvenir que vous m'avez laissé entrer dans le temple? Et lui, toute flamboyante, il posait comme ça à côté de la porte. Là, je dis, oui, mais vous pouvez relaxer, mais il était si flamboyante que, OK, j'ai quand même pris la photo comme ça. Donc, c'est vraiment sympathique. Et une fois sortie du temple, mais j'étais en train de mettre mes souliers. Mais ce jour-là, j'avais vraiment mal de gorge et on l'entendait, j'avais presque pas de voix. Donc, pendant que je mettais mes chaussures, les deux femmes sont arrivées aussi. Il y a une des deux femmes qui était tout à l'heure en avant ici. Elle me tapait sur mon épaule et je l'ai regardée. Et là, de sa sacoche, elle sort un bonbon en menthe. Et elle montre à ma gorge, elle me donne le bonbon. Et je dis, ah, c'est touchant, c'est comme, on ne peut pas communiquer, mais les autres étaient contentes qu'ils pouvaient entrer dans le temple, mais ils m'ont donné un bonbon. C'était vraiment, mais c'est des petites choses, mais c'est ça que j'aime dans les voyages. On est juste là, dans le moment présent. Et il y a une gentillesse, un partage, malgré qu'il y a une barrière de langue. Je vais juste un peu encore montrer l'état des routes. Je vais un peu découvrir qu'est-ce qui se passe autour. Et c'est ça, j'ai vu ce chemin-là. Il y a des maisons, il y a des vaches, il y a des champs. Très sympathique. Donc là, je dis, OK, je prends une petite route à côté. J'ai pris cette route-là. Et après, il y a plein d'enfants qui sont venus vers moi. Ils posaient pour les photos. Donc, j'ai eu beaucoup de plaisir avec ces enfants-là. OK, donc là, quand je suis arrivée au Katmandou, la première journée, je voyais qu'il y avait plein de monde avec des masques. Moi, j'en avais pas, mais j'avais quand même mal de gorge. Et là, j'ai réalisé qu'il y a quand même beaucoup de poussière, de pollution à Katmandou. En plus, à l'extérieur de Katmandou, en automne, ils brûlent les champs pour les fertiliser. Donc, il y a beaucoup de smog. Et là, j'ai décidé, OK, je vais m'acheter un masque et je vais le mettre. Et à partir de là, je me promenais avec des masques. Les lunettes aussi, parce que la lumière était super forte. Et je sais que dans le temps, je dis, ah, mais ça va être une bonne photo pour mettre sur mon profil pour les réseaux de rencontres après, mais je pense que c'est le moment de les mettre peut-être. Parce que ça va devenir à la mode ici, les masques. OK. Et donc, quand je marchais sur cette rue, en tout cas la rue que vous avez tout à l'heure, tout d'un coup, je voyais de côté gauche un grand signe et ça disait « nunnery ». Donc, c'est comme les moines femmes ou sœurs, je ne sais pas comment on dit ça. Et il y avait comme un grillage avec une porte. Et je dis, dans mes recherches, je n'ai pas vu qu'il y a un autre monastère dans ce coin-là. Donc là, je dis, je vais essayer d'ouvrir la porte. J'ai ouvert et il y avait un garde de sécurité. Et là, je dis, est-ce que je pourrais entrer? Il dit, oui, viens. Mais là, je me disais, mais je ne sais rien, c'est quoi là? Donc, il y avait un bâtiment, un deuxième, je me suis promenée. Et finalement, je suis vraiment contente d'avoir fait cette découverte-là. Parce qu'une fois rendue plus loin, j'ai vu qu'il y avait un temple
Et j'ai vu une moine, une femme, et c'est vraiment juste pour des femmes. Ce que j'ai fait, c'est qu'il y avait un moine une femme, je sais, femme moine, en tout cas, je ne connais pas les termes en français. C'est que j'ai demandé, je voulais prendre des photos de ces femmes, mais il y avait juste une au début, elle était assez timide. Et là, je demandais pour étirer un peu mon temps et aussi de voir peut-être il va y avoir d'autres qui vont arriver. J'ai dit, est-ce que je pourrais voir l'intérieur du temple? Mais elle ne comprenait pas beaucoup mon anglais, donc là, j'ai juste fait signe, est-ce que entrer, ouvrir? Et elle dit, mais 5 minutes, il y a des moines qui vont descendre. Donc là, j'ai dit, OK. Donc, j'ai attendu avec cette moine-là. Et finalement, c'est ça. Ils sont tous descendus parce qu'il y avait un cours et ils descendaient là. Donc, j'ai pris des photos et j'ai dit, ah, super. Mais il était encore timide au début. Par contre, après coup, ils ont ouvert le temple pour moi. C'était le deuxième temple qui ouvre pour moi en une journée. J'étais vraiment chanceuse. Et une fois que j'ai vu tout ça, c'est vraiment tout très, très coloré. Ils peignent ça à la main. Et c'est tout le chemin de la vie du Bouddha qu'on voit dans toutes les étapes, autant à l'intérieur du temple qu'à l'extérieur. Et même le plafond et tout ça, c'est vraiment, c'est très, très coloré. Donc, une fois que je suis sortie de ce temple-là, mais les femmes étaient un peu plus à l'aise et là, elles commençaient même à poser pour les photos. Donc, j'étais vraiment contente d'avoir découvert ça en cours de route et le fait que j'ai quand même entré là. Donc, ça, c'était la deuxième journée. Le lendemain, j'ai décidé d'aller à un autre temple. On est encore à Katmandou. C'est le temple des singes. C'est un nom, Swayambunat ou non, Swayambunat. En tout cas, je ne retiens pas le nom. C'est le temple des singes. C'est plus facile à retenir. C'est un des plus anciens temples à Katmandou. C'est tout doré. Il y avait beaucoup de dommages parce qu'il y avait un tremblement de terre en 2015 où il y avait 9000 morts et je pense 22 000 personnes qui étaient blessées. Il y a plein de bâtiments qui sont écroulés. Donc, moi, je suis arrivée 2 ans plus tard, en 2017. Donc, ils avaient déjà rénové ce temple-là. Et le temple des singes, c'est parce qu'il y a beaucoup de singes autour. Ici, on voit, mais c'est très beau parce que c'est tout doré tout autour. Les gens donnent des offrandes, mais il y a des singes qui grimpent partout. Ils mettent des bananes, des oranges et ils sont nourris comme ça. Donc, c'est assez spécial. Autour de cette stupa-là, de nouveau, on a plein de moulins à prière que les gens passent avec leurs mains. On peut en acheter les petits aussi. Et là, il y avait un rituel. Il y avait des femmes qui étaient en train de faire des choses que je ne savais pas trop c'était quoi exactement. Mais je voyais qu'ils étaient en train de mettre de l'huile sur du lin et des fleurs et des couleurs. Donc, je suivais un petit peu. Et leur but, c'était de mettre tout ça, d'allumer ça avec du feu et mettre ça sur leur tête et faire le tour de toute cette stupa. J'ai suivi cette femme-là qui, à un moment donné, a mis ça sur sa tête, mais il y avait une autre femme. Ils ont allumé ça, ils voulaient mettre sur la tête, mais ça a pris en feu, en grand. Ils ont toutes paniqué. Donc, finalement, ça n'a pas fonctionné. Mais il y avait même peur du grand feu. C'est un peu spécial. Ensuite, il y a une chose qui est arrivée qui est assez spéciale et je vais vous montrer ça ici. C'est qu'à un moment donné, tout le monde était en train de regarder vers Katmandou parce que nous, on était sur une montagne et on voyait tout Katmandou. Et on voyait comme du fumée d'un côté et là, on voyait un hélicoptère. Et c'était vraiment impressionnant parce qu'il y avait comme une corde, 9 à 10 personnes qui étaient accrochées à une corde et ça partait de ce bâtiment, de ce building-là qui était en feu. Ils l'ont emmené et ça a pris au moins 15 minutes qu'on voyait le vol de côté gauche de Katmandou jusqu'à... C'était loin, loin, loin. Mais tout le monde regardait parce que j'ai déjà vu des sauvetages à la télé, mais c'est souvent juste une personne qui est là, mais pas plus que ça.
Donc, je me disais, oui, mais si la corde lâche, c'est tout de suite une dizaine de personnes qui vont tomber là. Donc, on avait tous peur pour que ça lâche la corde. Mais finalement, ils sont allés complètement à droite. Et l'hélicoptère, une fois qu'il y avait un champ, il a descendu lentement. Et les gens, mais il a sauvé ça. Mais je ne sais pas comment ils ont fait de tout mettre ces personnes-là. Donc, on est encore au temple de singes. On voit plein de drapeaux de prière. Et pour les singes, là, j'ai vu un moine chinois, il était vraiment sympathique, qui était en train de nourrir le singe. Ce que je trouvais bien, mais pour moi, c'était comme la première fois que je vois autant de singes. Je dis, ah, c'est sympathique. Par contre, j'avais comme un sac à dos avec ma bouteille d'eau, avec un peu de vitamines dans mon eau. Et à un moment donné, il y a un singe qui m'a sauté sur le dos. Il a pris ma bouteille, il est parti avec. Et il était dans un groupe de singes. Ils ont carrément ouvert la bouteille. Ils ont toutes bu cette eau-là. J'ai dit, ouais, mais au moins, ils ont eu leurs vitamines pour la journée, mais moi, j'avais plus d'eau. Et là, j'ai commencé à avoir un peu peur. J'ai dit, il faut vraiment faire attention avec les singes, de ne pas essayer de nourrir ou même rien avoir sur nous parce qu'ils vont nous sauter dessus. Ici, c'est en cours de route, mais je trouvais sympathique. Le monsieur était comme habillé comme un modèle pour le Népalais, bien assorti. Le monsieur à droite, donc on voit aussi beaucoup de gens qui sont pauvres et comme le monsieur à droite, on voit, il est en train de vendre des bananes, mais c'est ça qu'il fait toute la journée. Et elle est là avec son vélo, il vend des bananes et c'est avec ça qu'il nourrit sa famille. Donc ici, on voyait, j'étais retournée à Boudhanath Stupa où on nourrit les pigeons. Comme ici, on dit, ah, les pigeons, là, on n'aime pas trop ça dans la ville, mais là-bas, on dit, si on nourrit les pigeons, on va créer un bon karma. Je trouvais ça vraiment gentil et ils le font avec un grand sourire, avec plaisir. Et à droite, il y avait un monsieur qui était en train de coudre parce que j'avais acheté des pantalons qui étaient un peu trop longs. Donc, je suis allée chez le monsieur et il a fait ça tout de suite. On était dans la rue. Et après, il dit, OK, c'est 50 sous pour ça. Je dis, ah, c'est vraiment sympathique. C'était une de mes dernières journées là-bas. Dans ce coin-là, je marchais derrière une famille et ils étaient tous enthousiastes en train de parler. Je dis, mais je vais les dépasser pour voir leur visage. Donc, j'ai dépassé cette famille-là et là, ils étaient tous contents de poser pour la photo. Et à droite, on voit comment les moines y achètent leurs patates. Ça, c'est encore autour de Boudhanath aussi. Donc, bien sûr, j'ai pas mal de photos des gens. Le monsieur ici, je le voyais arriver, c'était comme brillant dans le soleil. C'est un prêtre Brahim, donc dans le hindou, il arrivait et j'ai carrément demandé si je pourrais prendre une photo parce que je le trouvais comme super beau. Le moine à droite, lui, est bouddhiste. Ici, la madame est en train de faire les prières. Ça, je trouvais aussi spécial. Je suis sortie, j'avais pris un lunch et je vois ce monsieur monter sur sa moto. Et là, il est en train d'expliquer, un peu dans sa langue, que c'était la laine. Il dit, ah, c'est bonne qualité, bonne qualité. Mais moi, je ne regardais pas la qualité, je regardais sa moto et je dis, mon Dieu, comment il va faire? Parce que je dis, si c'était moi en 2-3 mètres, je tomberais parce que toutes les fils se sera faufilé dans la chaîne, dans la moto. Mais lui, ça pendait partout. Mais c'était comme ça qu'il transportait sa laine. Donc là, je suis allée à Tamel, donc c'était l'autre endroit où c'est plus touristique. Et je voyais, il y a vraiment toutes sortes de patates, de pommes de terre, bien rangées, mais ils vendent ça comme dans la rue, mais une toile et voilà, les patates avec une balance et c'est leur marché. Ce que je trouvais sympathique ici, c'est la madame à gauche, elle ne savait pas qu'elle était aussi dans la photo. Donc, elle pensait que je photographiais juste la femme à droite. Donc, elle était comme toute contente que je prenais la photo des autres. Mais elle était dedans aussi. Et donc, c'est ça l'endroit Tamel. Tamel, donc, c'est le coin où il y a tous les touristes. Il y a plein de magasins.
Mais je me sentais un peu déconnectée à cet endroit-là parce que je venais d'un endroit qui était plus authentique. Et ici, c'est les cafés, les bruits, la musique, les magasins. Et je dis, mais ça n'a pas vraiment grand-chose à voir avec le vrai Népal. C'est tout pour les touristes, mais on perd un peu l'authenticité. Ce qui est bien, par contre, je suis allée là pour me préparer pour le trekking. Et ça, c'est vraiment l'endroit où on va magasiner. Ils ont tout le deuxième ou troisième magasin. Il y a plein de vêtements, tout ce qu'on a besoin pour faire la randonnée. Donc, c'est vraiment un bon endroit pour faire le magasinage. Il y a encore des temples aussi qu'on voit un peu partout autour de Tamel qu'on peut visiter. Mais avec le tremblement de terre, il y a vraiment beaucoup qui a été détruit. Ici, on voit un peu ce qu'il y a autour aussi. Le monsieur à droite en haut, ici, c'est un musulman. Ils sont connus pour ça. C'est toutes des perles, des petites perles. Ils passent la journée à faire des colliers. Et il y en a toute la rue, c'est plein de ça. Et c'est drôle de voir tous les musulmans ensemble en train de faire des colliers qui vendent là. Ici, mais c'est le magasinage pour les vêtements. Je trouvais juste drôle qu'on est au Népal et toutes les poupées sont blancs ou les mannequins sont blancs. Ils n'ont pas de visage népalais. Ils ont l'air plus l'air de chanteuses pink avec leur coiffure, donc c'était un peu spécial. Ici, on voit aussi, ça c'est un peu le Home Depot du coin avec peut-être le Canadian Tire, je dirais. On peut acheter toutes les choses qu'on a besoin dans la cuisine. Oui, ça je trouvais assez spécial, un et l'autre. Donc, à droite, on voit toutes les fils électriques. Donc, imagine qu'il appelle le gars de Vidéotron là-bas. Je pense qu'il est occupé pendant un bout de temps de trouver la bonne file pour la bonne maison. Je ne sais pas comment ils font pour se démêler parce que tous les câbles, ils ont les mêmes couleurs et là, c'est comme en train de jouer dans ça. Je dis, quel spaghetti! En tout cas, je n'ai aucune idée comment ils font, mais je pense que les études pour les électriciens, ça va prendre quelques années là-bas. Ici, c'est le gars du IKEA ou de je ne sais pas quel magasin. Aussi impressionnant comment ils portent les choses sur leur tête. Et moi, je dirais ici, les gens, c'est tout le sac à dos, mais les gens qui sont plus vieux ici, ils sont tous penchés que là-bas. Les gens plus âgés, ils sont tout droits, mais ils portent des choses super lourdes et comme ça, un meuble pour le déménagement. En tout cas, il peut tout porter ça lui-même. Vraiment impressionnant. Ils sont petits. Les gars, là, ils sont comme presque ma taille à moi. Je suis petite. Parfait. Est-ce que c'est des fils de télécommunication ou d'électricité? Non, c'est des fils d'électricité. Wow! Parce que j'ai même demandé. Mais c'est ça. Moi, j'essaie de voir comment il fonctionne, mais il y avait un gars qui était en bas de l'échelle, qui était en train de créer après le gars qui était en haut. Et c'est comme ça qu'ils étaient en train de faire leurs choses. Mais j'ai dit, mais comment ça fonctionne ici? C'est vraiment, c'est comme, OK, je ne sais pas comment ils font ça. C'est vraiment, et ça, c'est juste un coin de rue, mais il y en avait plusieurs coins comme ça. Mais vraiment, et on voit comme des prises, on voit ben, ça se peut qu'il y ait aussi la télécommunication dans ça aussi. Mais quand j'ai dit, il dit electricity, OK, mais électricité, là, mais vraiment. C'est impressionnant, c'est vraiment impressionnant. J'aurais peur de me mettre un doigt là, tu sais. On vivrait jamais ça ici, là. Impossible. Non, et en plus, tu sais, il met l'échelle comme ça, là, ça tient à rien. Il y a un gars qui tient l'échelle en bas et qui est en train de crier quoi faire. Une échelle en aluminium en plus, hein? Oui. Juste pour vous dire. Ils n'ont pas de gars non plus, ils font ça comme ça. En tout cas, c'est vraiment... terrible. Merci. Ouais. Donc, une fois que j'avais fait Katmandou, j'avais visité le temple. La dernière journée, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rencontré mon guide et là, il fallait magasiner un peu pour les vêtements, pour qu'est-ce qu'il fallait faire et tout ça. Et là, il a dit le lendemain, notre avion va partir à Lukla à 6 heures le matin. Donc, il faut être à l'aéroport à 4 heures.
Je dis, pas de problème, ça va être tout, mais il n'y a pas de problème. Maintenant, il fallait prendre l'avion de Katmandou vers Lukla. Et Lukla, je ne savais pas au début, mais une fois que j'ai réservé les choses et que je commençais à faire des recherches, c'est l'aéroport le plus dangereux au monde. Et j'ai dit, ouais, ça, je n'avais pas prévu dans ma tête d'y aller dans quelque chose comme ça. C'est qu'ils ont construit un aéroport dans les Himalayas, sauf que la place pour atterrir est vraiment très, très courte. Elle est si courte qu'ils ont même mis ça sur une pente. Et pourquoi c'est si dangereux? C'est que l'avion, il a juste une chance d'atterrir. Disons qu'il manque l'atterrissage au début. Il ne peut pas dire, OK, je remonte et je fais le tour, parce que dans ce temps-là, il y a toutes les montagnes autour. Donc, il faut vraiment, vraiment atterrir au bon moment. Il y a juste une sorte d'avion aussi qui peut atterrir là. Donc, je ne peux pas dire un autre type d'avion qui va là, mais c'est juste un type d'avion où on a un maximum de 16 passagers, il y a 2 pilotes et il y a une personne qui aide. Donc, ça, c'est le maximum. Et on est assis, on a un rangé à droite, on a un rangé à gauche et là, on est en milieu. Donc là, je suis allée à l'aéroport à 4 heures du matin, j'étais là. Mon guide porteur était là aussi. Et il faut savoir que pour le tracking, vous pouvez le faire vous-même aussi. Par contre, la partie aéroport est vraiment compliquée et il faut carrément engager quelqu'un pour qu'on puisse aller dans l'avion. Parce qu'une fois qu'on arrive à l'aéroport à Katmandou, mais c'est l'aéroport pour les vols domestiques, tout le monde est là, les Sherpas, et c'est comme pas pour dire que j'ai ce billet-là, je vais prendre mon avion, voici mon passeport. C'est que tout le monde se met un peu comme à Wall Street, en train de crier, pousser, tirer pour aller vers avant pour donner le passeport. En tout cas, c'est vraiment un zoo. Donc, si nous, comme on est habitués ici d'aller là et attendre notre place, mais on ne va jamais être capable de monter dans un avion. Donc là, je suis prête à 4 heures, on va à 6 heures. Là, le porteur épouse, il tire et tout ça. Finalement, notre bagage est déjà donné. Mais là, on attend et là, je vois l'heure passer. La chose avec l'aéroport de Lukla, c'est aussi, c'est qu'on peut juste partir en avant-midi jusqu'à 2 heures. Après 2 heures, il y a toujours plein de nuages qui arrivent dans les Himalayas et dans ce temps-là, ils arrêtent les vols. Maintenant, ça arrive aussi qu'il y a déjà des nuages le matin et dans ce temps-là, tous les vols sont annulés. Donc, c'est vraiment, il faut se laisser un peu quelques jours avant et après quand on veut aller faire du trekking. Parce qu'à un moment donné, le guide me disait, il y avait déjà une semaine avant moi, pendant 3 jours, ils ont essayé de partir de Katmandou vers Lukla, mais à chaque fois, il y avait des nuages et finalement, après 3 jours, ils ont annulé leur trekking parce qu'ils n'arrivaient pas à arriver à Lukla. Donc, ça, c'est très important. Maintenant, finalement, notre vol de 6 heures, il démarre à 8 heures. On a quand même pendant 2 heures attendu là. Je ne comprenais pas comment ça fonctionnait. Et là, on va sur la piste pour prendre l'avion et je vois l'avion et je me dis, mon Dieu, ça a l'air d'une boîte en carton, cet avion-là. Et je dis, on va avec cet avion-là dans les montagnes. J'avais vraiment peur. Je dis que normalement, ça a l'air un peu robuste, mais la façon que cet avion était fait, je dis, OK, ça va être quelque chose. Donc là, OK, on monte avec ça, on s'assoit. Et j'avais quand même un peu peur là, dans ce temps-là. Je me suis assise à un moment donné, il commence à mettre les moteurs. C'était bruyant, tout l'avion shakeait. Et mon guide à côté de moi, il dit, est-ce que tu as apporté tes bouchons? Je dis, quoi? Il y a bouchons. Je dis, mais je ne savais pas que j'avais besoin de bouchons dans l'avion. En tout cas, je dis, je vais faire ça comme ça, mais c'est vraiment, on bougeait comme ça, les moteurs bruyants. Et je dis, waouh, déjà, ça, c'est une expérience, on n'était pas encore parti. Donc là, finalement, là, il tourne, et là, il démarre. J'étais
c'était tout un groupe de Russes qui étaient dans l'avion. J'étais comme le seul qui n'était pas dans le groupe. Donc là, je voyais le pilote devant moi. Et oui, on est marre. Donc là, OK, on monte. Et ça allait bien. Tu voyais les Himalayas à gauche et tout ça. Je dis, c'est beau. Le groupe, ça chantait des chansons, il était en train de faire des vidéos et tout ça. Ça allait bien. On regardait et c'est le vol d'une heure et demie. Et à un moment donné, turbulence. Là, c'est comme on est assis, bouf, on tombait. Je dis, ouais, j'étais déjà souvent dans les avions, là, et le bouffe, ça, je connaissais, là. Je dis, oui, sauf que l'avion avait l'air un peu fragile. Mais après, le bouffe comme ça commençait à faire comme ça. Et là, tout d'un coup, il n'y a personne qui dit un mot. Et moi, je vois sur le dashboard, ça bougeait comme ça. Et je voyais sur le dashboard, il y a plein de lumières rouges, oranges qui s'allument. Et là, je dis, ah non, ça, c'est plus normal, ça. Et là, je voyais le pilote qui tenait sur toutes sortes d'affaires. Et là, le monde se tenait à les mains. Et là, je dis, ah, mais écoute, je me suis toujours demandé comment j'allais mourir, mais je dis, mais ça va être comme ça. Je dis, OK, là, ça bougeait. Et là, à un moment donné, je dis, OK, mais au moins, j'ai eu une vie intéressante si je vais partir comme ça. Ça continuait à bouger. Là, j'étais comme vraiment me préparer. Je dis, OK, mais ça va tout exploser ici dans l'air parce que c'était si violente la façon que ça bougeait. Je dis, mais dès que ça explose, mais je vais partir. Là, c'est comme, j'étais prête. Et là, j'ai comme vu quelques personnes dans ma tête. Et là, je voyais toutes les lumières de dashboard, le pilote qui pitonnait. Et c'était comme tout d'un coup, je voyais tout à ralenti et j'étais vraiment prête pour partir. À un moment donné, finalement, de gauche à droite, ça a arrêté. Le haut en bas, c'était encore là. Et ça commençait, la lumière commençait à être verte par ici, par là. Et je dis, ah, mais finalement, je ne vais quand même pas mourir ici. Donc là, je tournais la tête, je voyais les gens, il y en avait qui avaient pleuré. Tout le monde était blanc, bleu, je ne sais pas quelle couleur. Mais j'ai dit, j'avais peur de l'aéroport, mais c'était finalement le vol qui faisait le plus peur. Donc, c'était l'expérience. Et finalement, une fois qu'on va, et là, on n'était pas encore atterri. Donc, 10 minutes plus tard, il fallait atterrir. Et c'était vraiment drôle parce qu'on atterrit et tout de suite, il arrête sur les freins. Et tous les sièges, ils penchaient vers l'avant, que je touchais à mon genou. Ça aussi, je dis, hey, quel genre de système ici, là, comme tu sors presque de l'avion. Bon, en tout cas, on est arrêté, on est sorti de l'avion, mais il n'y a personne qui a dit un mot. On était tous en train de digérer l'expérience. Donc, je dirais, OK, c'était ça le look-là. Il y a plusieurs personnes qui m'écrivent qui auraient eu peur, elles aussi. As-tu des photos de ça? Oui? Ah, ben voilà. Donc, tu vois le pilote comme je voyais. C'est pour ça que je dis, j'étais assis en avant, là. Et tu voyais tout ce qu'il était en train de faire, mais tous les boutons ici en haut, c'était comme tout rouge et orange, que ça allumait partout. C'était comme le sapin de Noël, finalement, qui s'allumait, là. J'ai pas photo. Là, j'avais plus pris de photos quand ça arrivait, mais j'avoue que c'était un moment que j'ai vu un peu la mort en face. Ce qui est bien, je me sentais super calme. Donc, finalement, j'ai dit, mais écoute, là, c'est ça qui est ça. Ici, on voit comment les avions atterrissent. La piste est très courte, hein? Il freine tout de suite. C'est très brusque. Surtout que la ceinture dans l'avion, là, c'est... Donc, c'est le seul avion qui peut atterrir, là. Donc, on atterrissait à Lukla. Et ça, c'était le début de randonnée. Lydia, oui? J'ai une question Oui, tout à fait. Madame Riel, est-ce que tu veux... Je vois que c'est vraiment pauvre là-bas. Est-ce que c'est dangereux faut être bien... Non, absolument pas. Il ne faut pas avoir peur de... Non, c'est un pays. J'ai eu plus peur
disons en Inde. Je trouve que vraiment, vraiment pas. On n'a pas peur. La plupart du monde est bouddhiste et je trouve que ça reflète vraiment chez les gens. En plus, je trouve que il raconte vraiment ce qu'il veut raconter. Il ne te harcèle pas pour acheter des choses. Je suis allée en Inde. Mais aussi, il ne faut pas oublier que les gens sont pauvres peut-être côté matériel, mais il y a une grande richesse à l'intérieur de ces gens-là, même plus qu'ici. Et c'est pour ça qu'il ne faut vraiment pas avoir peur. C'est sûr qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui parle l'anglais, mais il n'y a pas une seconde que j'ai eu peur là-bas. Et en plus, il fallait apporter du cash pour tout le voyage. Mais comme je dis, oui, je suis partie toute seule, j'ai organisé le voyage toute moi-même. C'est juste que j'ai engagé un guide pour faire le tracking parce que je ne voulais pas porter tout le stock sur mon dos. Et aussi, pour quand on arrive quelque part, il faut toujours, en cours de route, aller vers une auberge. Et c'est lui c'est plus facile parce qu'il parle dans sa langue à lui. Mais je trouve que c'est un pays, il ne faut vraiment pas avoir peur d'y aller. Au contraire, on se sent plus en sécurité là-bas qu'ici, je dirais. OK, donc la première étape du tracking, donc j'ai fait 9 jours en total. On arrive à Lukla ici, c'est l'aéroport. Après ça, la première journée, c'était jusqu'à Pagding, c'est 3h30. On couche là. Ensuite, de Pagding, on peut aller jusqu'à Namche, mais ça devient vraiment, il faut être vraiment en forme. Donc, disons que moi, je suis en forme, un peu comme monsieur, madame, tout le monde, en tout cas plus madame que monsieur. Mais j'ai pas voulu, il y a des gens peut-être ici qui suivent cette conférence qui sont des triathlètes. Moi, c'était pas pour me dépasser, pour montrer qu'est-ce que j'étais capable. Moi, j'aime bien me promener, mais observer et connecter avec les gens. Donc, c'est pour ça qu'à Jorsal, j'ai fait un arrêt et ensuite, j'ai fait Jorsal jusqu'à Namche. À Namche, c'est l'endroit où on va commencer à sentir l'altitude. Donc là, on reste une journée de plus pour que le corps s'habitue à l'altitude. Et ensuite, on fait en une journée de Namche à Deboche ou Temboche où il y avait le monastère. Pour le retour, on fait de Deboche vers Namche. De Namche, je suis allée à Pagding et de Pagding à Lukla. Donc, on va voir ça un peu maintenant. Donc, la randonnée a commencé comme ça. J'ai vraiment eu la chance parce qu'au début, il avait dit qu'il avait prévu la pluie toute la semaine. Et j'ai dit, mon Dieu, qu'est-ce que ça va donner? Parce que si on veut aller dans les montagnes et il pleut, mais on ne voit même pas les montagnes. Et il y a des gens qui ont fait le voyage justement dans les Himalayas et n'ont jamais vu les montagnes. Donc, j'ai dit, ce serait vraiment plate, mais j'ai vraiment eu la chance. C'est juste le premier après-midi que j'ai eu une pluie, mais pour le reste, c'était beau comme ça. Donc, on va commencer. Il y avait comme quelqu'un qui marchait devant moi. Mais on est tout de suite, à partir de Lukla, on est tout de suite dans les montagnes. Ce qui m'a impressionné beaucoup, c'est les yaks. Les yaks, c'est comme une sorte de vache, je dirais. Sauf qu'ils ont 3 fois la capacité de poumons des vaches. Et c'est pour ça qu'ils sont capables d'aller en altitude et c'est eux autres qui portent surtout les bagages. Donc, c'est vraiment spécial de voir comment les yaks sont intégrés dans la vie des Sherpas. Donc, c'est tous les bagages portés de cette façon-là. Il y a aussi des ânes et il y a des ânes et des chevaux. Ici, on voit encore, ça c'est comme la randonnée la première journée. Donc, on voit qu'ils ils cultivent un peu de légumes. Les gens en cours de route qui vivent là, ils sont très pauvres. Souvent, les familles, quand il y a un garçon, le garçon devient un Sherpa et le Sherpa, il va aider à porter les bagages des touristes, des gens qui vont sur l'Everest. Mais ils sont vraiment pauvres et il y a beaucoup de Sherpas. C'est quand même un métier à risque parce qu'à un moment donné, sur l'Everest, il y a beaucoup de décès avec ça. Mais moi, je ne suis pas allée jusqu'à ce point-là, mais c'était magnifique.
On voit ici vraiment, c'est des maisons très simples. Les gens travaillent d'art. Et on voit l'indication Way to Mount Everest. Donc, c'est vraiment assez primitif. J'aimais bien la petite fille, elle était comme super cute. Et moi, ce qui m'a impressionné, c'est que ce que les Sherpas pouvaient porter sur leur dos. Vraiment impressionnant. Il n'y a pas juste l'altitude, mais aussi la façon de porter les choses. Si c'était sympathique, en train de laver des vêtements, lui, il attendait après son client. Et ici, la femme est en train de laver sa petite fille. Lydia, ah oui, pendant le... Oui? il y a une question d'Isabelle. Comment sont traités ces animaux par les Sherpas? Super. Ils le regardent vraiment bien. Je n'ai pas vu des chevaux ou des ânes ou des yaks qui sont maigres. C'est comme ils font partie de la famille. De nouveau, il ne faut pas oublier qu'ils sont bouddhistes et en général, les bouddhistes, ils sont tous végétariens et ils traitent leurs animaux vraiment comme la famille parce que ce n'est pas juste leur famille, c'est aussi leur gagne-pain. Donc, il faut qu'ils les gardent en forme. Je trouvais que les animaux étaient vraiment, vraiment en forme. Donc, c'est vraiment bien de voir ça. Donc, ici, on voit ça. Et ici, on voit, ça c'était après la première journée, il va y avoir des ponts suspendus. C'est tout fait en métal et ça fait un drôle de feeling parce que quand on marche dessus, il y a quelqu'un d'autre qui marche, c'est que quand lui met son pied dessus, ça fait sauter un peu là où nous on est. Donc, on n'a pas beaucoup de stabilité. En plus, ça va un peu de gauche à droite aussi. Pas fort, mais ça bouge quand même. Et quand on voit qu'il y a des animaux qui arrivent, il faut sortir du pont parce qu'il faut toujours laisser passer les animaux. Donc, ce qu'ils font avec les animaux, c'est qu'ils ont des cloches. Les yaks, ils ont des grandes cloches comme les vaches dans les Alpes. Ça fait comme cloum, 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 cloum. Il y a des ânes qui ont des cloches qui sont plus petites, donc ça fait cling, cling, cling. Donc, quand on entend cloum, cloum, là, on sait, il faut vraiment faire attention avec les yaks. Le cling, cling des ânes, ils sont moins dangereux. Et après, on a les chevaux, et les chevaux, c'est comme le son des cloches, comme les jingle bells. C'est cling, 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 cling. Donc, de loin, on entend quel animal va arriver et où on doit se tasser. Je trouvais ça un système assez impressionnant. En plus, ici, on voit qu'il y a les ânes, ils ont des bouteilles de propane. Mais quand ils passaient à côté de moi, on sent le propane. Donc, je dis, mais c'est mieux de ne pas fumer dans ce coin-là. Ici, on le voit encore mieux, comment ils passent là. Donc, il faut vraiment se tasser. Dès qu'on voit les animaux qui arrivent, il ne faut pas être sur le pont. On ne peut pas croiser les animaux. Ça, c'était vraiment drôle. J'étais arrivée à Djorsal après avoir fait 3h30, je pense, ce jour-là. Et je dis, OK, je vais me promener dans le village. Je vais aller proche du pont. Et là, il y avait un cheval qui avait peur d'aller sur le pont. Et là, tu voyais, il n'y avait pas de touristes, il y avait juste les Sherpas et les gens locaux du village. Là, en train de tirer, en train de pousser. Là, ils ont même mis un autre cheval avant pour qu'il n'y avait pas peur. En tout cas, ça devenait un saga, une comédie d'essayer de voir que le cheval passe sur le pont. Et à un moment donné, il était en train de tirer après la patte. J'ai dit oui, mais il y a encore 3 autres pattes qui doivent suivre là aussi. Donc, c'était vraiment comique. Ça a pris, je pense, 15-20 minutes avant que le cheval a passé là. Donc, c'était un cheval pour eux. Et on voit que les gens marchent ici. Donc, le pont en bas, il n'est pas utilisé. Je ne sais pas pourquoi c'est comme ça. Mais nous, on passe ici en haut. Donc, ça donne une petite idée du pont. Donc, je vais avancer. Vous allez voir un peu plus de... donc, c'est sûr que les gens qui ont un peu peur des hauteurs, il faut... ça, c'est toujours le pont qui montre à la télé aussi. Donc, n'importe quelle
film que vous voyez de Mont Everest, c'est toujours ce pont-là qu'ils vont montrer. Donc ici, j'avais déjà dépassé le pont et là, on voyait les Sherpas marcher. Il y a plein de drapeaux de prière aussi accrochés. Donc ici, on le voit encore, comment on est avec un Sherpa devant. Et ici, on voit de loin un peu comment le pont est situé. Et on va encore un peu plus loin. Là, on voit vraiment ici en petit, là, où se trouve le pont et comment on est entouré des montagnes. Là, on est arrivé à Namche. Donc, ça, c'est la plus grande ville dans les montagnes où on arrête une journée de plus pour s'adapter à l'altitude. Ça, c'était la vue que j'avais de ma chambre. C'était vraiment très beau. Ah oui, une fois arrivée à Namche, j'étais déjà pas mal fatiguée parce que le bout de Jorsal à Namche, c'est 3h30, mais c'est comme tu fais des escaliers 3h30. C'est comme ça qu'on peut imaginer que c'est comme si vous faites des escaliers, des marches pendant 3h30. C'était comme vraiment, il faut être en forme. Là, j'étais au bout de souffle et ça continuait. C'est sûr, c'est des marches qui sont faites en pierre, mais on monte pendant 3h30. C'était vraiment épuisant. Une fois arrivé à Namche, mon guide disait, OK, mais il y a un musée de Sherpas. Et je dis, ben oui, c'est intéressant. Donc là, je dis, OK, après avoir mangé, on va y aller. Mais là, il ne m'a pas dit qu'il fallait encore monter, je ne sais pas combien de marches pour y arriver. Par contre, ce qui était bien, c'est que dans le musée, on voyait, il y avait des photos justement du premier qui est arrivé en haut du mont Everest. C'est en 1953. Ils sont arrivés au top et on voit aussi comment c'était des choses de base qu'il y avait sur eux. Ça, c'était l'oxygène, juste une pelle. Ça, c'était pour le transport. Donc, c'était vraiment intéressant de toujours avoir vu ces documentaires et maintenant être là et voir ces objets en vrai et voir et savoir que tout le monde qui est en haut est passé par là. Le lendemain, je suis un peu montée plus haut parce que le but de l'altitude, c'est que tu montes plus haut et après, tu redescends pour que le corps s'habitue. Mais je me sentais vraiment malade. On a monté pendant 1 heure. J'ai eu cette vue assez splendide, mais là, j'ai dit, je ne peux plus. Je me sentais malade. Donc, on a descendu et là, mon guide disait, oui, mais si tu te sens comme ça demain, tu ne peux pas aller plus loin. Mais je dis, mais il faut que j'aille parce que mon but, c'est le monastère. Là. Mais je dis, on va voir le lendemain. Mais j'étais vraiment malade. J'ai resté l'après-midi dans mon lit. Je voyais le Sherpa, les vaches et tout ça passer. Pas les vaches, les yaks. Mais c'était vraiment un moment, malgré que c'était très beau en même temps, mais j'avais déjà la nausée de l'altitude. Ce qu'on voit aussi, c'est que tout ce qui est là, il ne faut pas oublier que les Sherpas ont apporté. Donc, s'ils font la construction, tout a apporté de look là. Donc, c'est impressionnant. Si on couche dans un lit, à un moment donné, quelqu'un a apporté le matelas. Donc, c'est vraiment impressionnant. Le lendemain, je me suis bien reposée. Donc, le lendemain, j'ai dit, OK, je vais quand même
aller vers l'avant. On va essayer. Le pire de pire, je vais retourner. Donc là, on avance et c'est la première fois que je vais le mont Everest ici. Donc ça, c'était, j'ai dit, OK, je vois mon but. Et les premières 2 heures, c'est à plat, c'est vraiment très, très, on voit des marches ici, mais c'était assez à plat. Ça, c'est un peu le preuve que j'étais quand même là. Et c'est l'Everest et moi. Et on voit, c'est vraiment, pour ceux qui aiment la randonnée, c'est magnifique. Et comme les premières 3 heures, ça ne monte pas trop haut, on profite vraiment d'être dans la montagne. C'était le bout que j'ai aimé le plus. Juste pour te dire, j'arrête pas de recevoir des petites conversations. C'est beau, c'est magnifique, merci pour les photos, ainsi de suite. Juste à faire un petit feedback, là, les filles trouvent tes photos extraordinaires. Donc là, on voit un peu comment c'est immense les montagnes parce que c'est ici un village, donc les maisons sont là, mais ça donne une petite idée de comment c'est immense. C'est magnifique. C'est même, les photos ne peuvent pas montrer un peu ce qu'on ressent quand on est là. Et là, finalement, les dernières 3h30 pour arriver au Temboche, ça n'allait pas. Parce que c'est comme, on est presque à 4000 mètres. Et là, j'ai réalisé, mais chaque fois que je marchais un peu, mais je montais. C'est les 3h30 à la fin, c'est toujours, il faut monter. C'est 700 mètres qu'on monte. J'étais toujours au bout de souffle. Je sentais mon cœur dans ma gorge. Je dis, mais je vais exploser ici. Et là, je dis, mais il faut que j'avance. Et là, finalement, j'ai compris comment faire. J'ai dit, il faut faire 10 pas. Après, il faut arrêter. On reprend notre souffle. Dès qu'on ne sent plus le cœur dans la gorge, mais que ça descend, on prend encore 10 pas. Après, on arrête. Et après, on entend encore jusqu'à le cœur descend. Et c'était pendant 3h30 comme ça, parce que autrement, et c'était pas ça, je voyais les gens à côté de moi, rouges, transpirants, tout le monde, c'était vraiment quelque chose. Mais une fois que j'avais mon rythme de 10 pas, là, j'étais capable d'avancer, mais c'était très, très dur. Et en total, ça a pris 6h30 de randonnée avec les 3h30 de 10 pas parfois. Mais finalement, j'étais arrivée et c'était ça, Temboche, le monastère était là. J'étais contente. Yes. Finalement, oui, c'est ça. Il n'y avait plus de place à Temboche parce qu'il y avait plein de monde. Donc, mon guide, moi, dans ma tête, il faut juste arriver à Temboche. Et quand on arrive à Temboche, mon guide dit, ah, mais il n'y a pas de place dans les auberges. Je dis, mais non. Il dit, ah oui, il faut aller dans un autre village une demi-heure plus loin. Je dis, non, encore une demi-heure. Ben oui, il fallait aller une demi-heure. Donc là, on est allé là. On a trouvé une auberge. Et là, je dis, mais là, il faut que je remonte encore une demi-heure pour aller au monastère parce qu'il y avait les prières à 5h le soir. Donc, je dis, ce sera bien d'être là. Donc, j'ai encore monté, mais j'étais fatiguée. J'arrive au monastère, j'étais assis. Ils commencent leur prière, il y avait plein de l'encens et tout ça. Et là, je dis, oh, je me sens pas bien. Après 10 minutes, je suis sortie de là. Je dis, oh, c'est fini pour moi la journée. Mais heureusement, je suis sortie parce que là, j'ai redescendu vers l'auberge et c'est ça que j'ai vu. Il y avait juste une moine qui descendait devant moi et c'était comme si j'étais dans un tableau impressionniste. C'était magnifique. Donc, je dis, ouais, il n'y a rien qui arrive pour rien. Et ça, c'était l'entrée de l'auberge. Donc, je dis souvent, tu sais, on voyage, on voit des chiens, des chats, mais ici, c'est des yaks qui sont autour de l'auberge. Le lendemain, donc là, c'était comme la grande chose. J'étais arrivée pour voir la cérémonie ou le festival de Mani Remdu. Sauf que le matin, j'ai su que le Mani Remdu n'avait pas lieu le samedi comme c'était prévu. Le lama avait décidé de le remettre 3 jours plus tard. Et là, j'ai dit, ah non, j'ai organisé tout mon voyage autour de cette date-là. J'arrive là, j'avais en tête mes moines dans les montagnes et tout. Et là, c'est comme, ah non, je dis, mais je ne peux pas rester 3 jours de plus, ça ne marche pas. Et là, le matin, j'ai dit, oui, je fais quoi? Donc, je dis, oui, je peux bouder toute la journée, mais ce serait vraiment dommage. J'ai dit, écoute, je mets ça de côté. Je vais passer la journée devant le monastère d'or et je vais juste apprécier ce qui est là.
Parce que je dis, je vois le mont Everest là, que je voyais d'ailleurs de ma chambre d'hôtel, d'auberge, je voyais l'Everest. Je dis, il est là, j'ai le monastère là, je vais juste en profiter et on ne sait pas ce que la journée va apporter, mais je vais juste être là et apprécier le moment présent. Et donc, quand je suis allée vers le monastère, il y avait des moines qui étaient en haut dans la fenêtre en train de souffler sur un coquillage. Je ne sais pas ce que ça voulait dire. Et ils brûlaient comme l'encens en ça. Et là, c'était comme mon grand moment de leçon de vie. C'est que je me suis assise là, je me promenais et je voyais des moines. Et chaque fois que je voulais prendre des photos, les moines disaient non, non, nos photos, nos photos. À un moment donné, je me promène, je dis oui, mais déjà que j'ai manqué le festival, en plus, ils ne me laissent même pas prendre des photos. Là, j'étais comme, ouais, c'est pas drôle ça. Donc là, je dis, OK, on reste calme. Je me suis assise dans le soleil, je dis, écoute, c'est ça qui est ça, hein, la vie, on peut bien tout planifier et tout faire tout ce qu'on veut, mais il y a des choses qu'on n'a pas de contrôle dessus. Donc là, je me suis assise, à un moment donné, il y a un moine qui arrive, cette moine-là. Je me retourne et je dis, can I take photo? Il dit oui. Donc là, j'étais un peu étonnée parce que toute l'avant-midi, c'est toujours nos photos, nos photos. Et là, mais je prends une photo. Et là, il me demande d'où je viens. Je dis du Canada. Ah, Canada. Là, je voulais parler avec lui, mais il parlait plus anglais que juste ça. Donc là, je dis, ah, mais il a l'air sympathique. Donc, je l'ai suivi. Et là, il est allé autour c'était le moulin à prière. Et finalement, il va vers les autres moines. Et là, il parle aux autres moines qui, avant midi, m'ont toujours dit non, 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 photo. Mais lui, il dit quelque chose à ces moines-là. Et là, il commence à tout faire des mouvements devant ma caméra et moi, je prends des photos. Et je dis, waouh, c'est génial. J'étais la seule, là, il y avait encore un moine derrière moi. Et j'ai dit, mais c'est pas possible, comment c'est arrivé tout ça? Donc là, j'étais dans un moment qui était un high. Et ensuite, je suivis encore le moine. J'ai pris une photo de lui et j'ai eu une connexion avec cette moine-là. Je le sentais, mais on ne pouvait pas communiquer. Et là, à un moment donné, il met son bras dans sa robe et il sort un paquet de biscuits aux noix de coco et il me le donne. Je dis merci, j'ai donné la main. Normalement, on n'est pas supposé donner la main à un moine, mais je ne savais pas. Donc, j'ai donné la main, il a tenu ma main. Et je dis merci, merci. Et après, il est parti, j'ai encore pris une photo. Et pour moi, après, j'ai dit, mais là, je m'en fous, même que je n'ai pas le festival, j'ai rien. La photo que je voulais avec des moines, avec en arrière du plan, j'avais les Himalayas et j'ai dit, c'est drôle, la vie est un peu comme ça. Hein. On veut quelque chose vraiment, on planifie tout. Finalement, ce qu'on veut, ça tombe à l'eau. Et là, on reste ouvert dans le moment présent. Et tout d'un coup, il y a quelque chose qui arrive et c'est encore mieux de ce qu'on avait planifié dans notre tête. Et je dis, c'est vraiment la leçon de ne pas rester boudé, de rester accroché après quelque chose qui ne voulait pas fonctionner parce que la vie t'apporte un cadeau qui est encore mieux que ça. Je dis, j'ai vraiment appris ma leçon ici. Donc, cette photo, pour moi, ça représente ça. C'est de dire, il faut ouvrir le cœur vers la vie et faire confiance. On planifie des choses, mais si ça ne veut pas fonctionner comme on veut, mais il va y avoir quelque chose de mieux. Cette journée, j'ai vraiment... ici, le wow, photo magnifique. C'est ça, un ha-ha moment. Belle philosophie de la vie. C'est un vraiment... moment de grâce. Non, je pense que tu nous touches avec ça. Lâche pas. Oui, c'était vraiment mon moment. Je le sens encore quand je parle de ça. Donc, après ça, j'avais mon moment. Après, j'ai dit, même si le voyage n'est pas l'arrêt, là, j'ai eu ce que je voulais, cette connexion, cette leçon, j'ai tout eu. Donc, après ça, il y avait encore un après-midi, il faisait la répétition pour cette Maniremdu. Donc, j'ai vu ça un peu, c'était sympathique de voir les autres moines, ils dansaient, ils faisaient, mais il n'y avait pas leur costume pour le festival. Mais j'étais vraiment sur une autre planète. C'était vraiment... J'ai dit, j'ai eu mon moment le plus high à l'endroit le plus haut que je vais être dans ma vie.
Donc, c'était vraiment spécial. Et ici, après, j'ai vu que le moine était assis en haut pour regarder la répétition. Donc, ça, c'est le lama qui est placé le plus haut. Mais j'ai revu mon moine de tout à l'heure qui était quand même placé assez haut. Et après ça, mais c'était fini. J'ai descendu et j'ai vu ce monsieur-là qui portait des choses. Il a arrêté, il a sorti, c'était des carottes qu'il portait. Donc, il a sorti des carottes pour me montrer qu'est-ce qu'il portait. Je dis, c'est vraiment sympathique. J'ai juste demandé une photo, là, comment expliquer ces carottes. Il y a Marie, Lydia, qui dit « Merci, c'est magnifique. Merci de partager le moment présent. C'est vraiment précieux. Merci. » Merci à vous d'être là et ouais, c'est une opportunité pour moi de partager que je n'ai pas souvent. Donc ici, il fallait quand même mettre une photo de mont Everest. Donc c'est ici, c'est ce mont Everest que ceux qui aiment monter les montagnes, c'est le top du top. Là. C'est impressionnant, mais j'avais cette vue-là de mon auberge. Là. Je dis, le matin, j'ai ouvert les choses et j'ai vu dans la fenêtre et je dis, j'ai la vue sur l'Everest. Je dis, ça c'est rare que je vais dire ça dans ma vie. Et après ça, quand c'était fini, le lendemain, à 6h30, on est parti. Et là, mon guide était malade. Donc, il dit, est-ce que ça dérange si lui va à son rythme déjà jusqu'à Namche et que moi, je fais la journée moi-même? Je dis, mais vas-y, c'est correct, là, je vais trouver mon chemin. Et c'est comme ça, j'ai dit, je vais vraiment prendre toute ma journée. Je vais descendre, je vais prendre des photos, je vais me reposer en cours de route et je vais juste profiter du fait que je suis là. Là, on voit encore que les yaks qui arrivent et qu'on attend les yaks qui sont autour. Mais il faut vraiment faire attention avec les yaks qui sont à côté de nous. Parce qu'à un moment donné, je me suis tassée sur le chemin et j'ai une corne sur le côté. Ils ne font pas attention. Ici, à droite, aussi impressionnant. Il est là avec juste un panier. Il y a comme 4 bouteilles de propane sur lui. Je dis, ouais, c'est quelque chose. Et là, c'était le retour. Donc, le retour, il faut vraiment avoir des bons souliers et surtout les bâtons de marche là parce que c'est dur sur les genoux et ça descend toute la journée. Mais c'est encore beau à voir parce qu'ici, on voyait comment les gens font leur lavage. Ça, c'est un Sherpa. On voit comment ils sont pauvres. Ça, c'était toutes les en sanskrit de prières en cours de route. Vraiment beau aussi. Ah, Lydia, est-ce que je peux te faire part de certains commentaires? Oui. Ah, écoute, c'est pas de moi, hein? Les yeux pleins d'eau. Bon, OK, super, merci. Wow, quelle belle personne. Merci tellement. Tu me permets de me reconnecter avec ce que j'avais mis de côté, c'est-à-dire le temps présent. C'est un cadeau. Wow, merci. Ah, c'est beau. Il y a une vague d'amour, là. T'as peu, il y en a d'autres. Elle a vraiment de belles photos. Elle est géniale. En tout cas, ils vont te le dire en personne à la fin. Je vais essayer de continuer à respirer ici, mais c'est vraiment un plaisir. Donc ici, on est de retour à Lukla. C'est sûr, il fallait encore reprendre cet avion-là. On n'avait pas de choix. Je trouvais ça drôle, cette photo-là, parce que là, le pilote arrive, mais il mange ses frites avec ce ketchup qui est juste sur le côté, sur l'avion. Donc, c'est vraiment très, très basic.
vous allez voir mon guide. Il était contente. Donc, c'est ça pour notre randonnée. C'est sûr que là-bas, on restait dans les auberges. Ce que je n'avais pas expliqué dans les auberges, c'est quand même, et ça va avec l'équipement, c'est que les auberges, ils ne sont pas chauffés. Et là, à 4 heures, quand on arrive, à 4 heures, il n'y a plus de soleil. Et ils ont juste une poêle au milieu de l'auberge. Et cette poêle-là, ils allument juste à 6 heures. Donc, on a 2 heures qu'on a vraiment froid. Et dans les chambres, il n'y a pas de chauffage. Donc, la façon que j'avais trouvée pour... on avait un sac à dos et tout ça, mais ça faisait si froid, c'est que j'avais lu quelque part, c'était un truc qui était vraiment bien, c'est que le soir, j'avais une bouteille en métal et je demandais de le remplir avec l'eau bouillante. Ça, je mettais dans mon sac de couchage et quand j'allais dormir vers 8 heures, mon sac de couchage était chaud et cette bouteille-là me gardait chaud pendant au moins 5-6 heures. Mais sans ça, je trouvais ça épouvantable comment c'était froid à l'intérieur des auberges. Donc ça, c'est aussi quelque chose que j'avais appris là-bas. Donc là, on est de retour Katmandou. J'étais aussi encore contente de voir mon Bouddha-Nath. Et là, on va passer quand même assez vite pour... je suis allée voir Bhaktapur. Bhaktapur, c'est à 45 minutes de Katmandou. C'est très beau à voir. Et on voit ici comment encore les supports qu'on voit après le tremblement de terre, les façades étaient supportées comme ça parce qu'ils sont encore en pleine construction. Donc ici, on voit qu'ils travaillent encore dessus. On voyait le temple qui était en train de décorer. Ensuite, on a un peu... C'est de nouveau une place qu'on peut aller super relax. On n'a pas peur de se perdre, on n'a pas peur de rien, de criminel, de rien. On peut se promener, c'est vraiment très, très agréable. Et on voyait comment ils travaillaient pour reconstruire. Comme ces briques ici, c'était tombé, mais on voit comment c'était sculpté, les briques. Et là, ils sont en train de reconstruire. Donc, 2 ans plus tard, il y a encore plein de constructions. Ici, de nouveau, on voit des temples qui sont déjà reconstruits, mais il y en a encore qui a plein de supports. Pour la nourriture, tout à l'heure, quelqu'un m'a demandé ce que j'aimais manger. Moi, je trouvais la nourriture, pour moi, ce n'est pas ce que j'aimais le plus dans les voyages, parce qu'on avait le dal bat. Donc, le bat, le riz, et après, c'est la sauce aux lentilles, qui est une soupe en lentilles. Après, on a tous les légumes avec de bonnes épices. Si on cuit, on a l'épinard qui est cuit. Il y a les légumes qui sont frais et il y a un yogourt. Il y a un pain comme le chapati qui est dans ça. Et on met un peu de sauce à lentilles sur le riz, un peu de ça. On met tout sur le riz et après, on mange ça avec notre pain. Mais j'ai mangé ça tous les jours et je regrette qu'on ne peut pas trouver ça ici parce que je trouvais ça si bon comme goût. Ça digérait super bien et c'était vraiment bien. Par contre, dans les rues, on voit des choses comme ça et la madame voulait me donner des choses, lui aussi, mais ça n'avait pas l'air très propre. Donc, moi, j'ai toujours mangé dans les auberges ou dans les hôtels. Je n'ai jamais mangé dans les rues parce qu'on ne sait pas, ce n'est pas le même niveau d'hygiène qu'on a chez nous, mais je les trouvais quand même assez sympathiques. Lydia, j'ai quelques commentaires, tu me permets? Oui, tout à fait. Alors, de Nathalie, merci vraiment. Danielle, elle a vraiment de belles photos. Madame Guédon, j'ai acheté ton livre au Népal. Très heureuse aujourd'hui d'avoir le narratif de ce beau partage. Comme un film d'aventure, tu es bonne, Lydia. Tu passes un message de la vie. C'est Danielle, c'est vraiment impressionnant. Nathalie, ceci est un cadeau de la vie, de savoir qu'il existe des personnes que pour eux, l'important, ce sont les valeurs du cœur et l'essentiel. Retour aux vraies valeurs de la vie. Merci, merci. Tu as mis un baume à mon cœur et à présent, je comprends pourquoi j'ai toujours voulu aller à cet endroit, car je suis une fille de cœur. Danielle, dans quel mois as-tu fait ce voyage? Oui, c'était octobre-novembre. Fin octobre, je pense. C'était ça parce que c'est la période, parce que comme je dis, si on veut faire du trekking, c'est les périodes qui sont bien octobre, novembre et avril, mai. C'est sûr, si on va en avril, mai, on va rencontrer les gens qui vont carrément
aller au mont Everest parce que c'est juste, ils ont une fenêtre de 2 semaines pour monter à l'Everest et c'est au mois de mai. Mais ils sont déjà là pendant un mois au camp base pour s'habituer aux altitudes, pour monter différents niveaux des camps, monter, descendre. Donc, si vous voulez voir un peu le monde qui va monter jusque-là, c'est au printemps. Mais si on va en octobre, novembre, c'est très beau parce que je trouve que c'est froid dans la montagne la nuit, la journée c'est quand même assez chaud. Et à Katmandou, c'est pas trop chaud, autour de 25 degrés. On a du soleil, pas de pluie. Je trouvais que c'était vraiment une bonne période d'y aller. Donc, à Bhaktapur, encore juste pour finaliser, c'est connu pour la poterie. Les gens vont là pour voir, pour acheter des poteries, mais aussi on voit les gens au travail. Et c'est des gens comme lui. Il est là pendant 25 ans, il fait ça jour après jour après jour. Il n'y a même pas un moteur, il fait tourner ça lui-même. Et une fois que ça tourne, mais il s'assoit et commence à faire ses pots. Assez impressionnant. Et lui, je trouvais super sympathique, je le suivais un petit peu et il m'avait même fait un signe comme si je voulais essayer. Et j'ai dit non. Après, je l'ai regretté. Donc, prochain voyage au Cambodge, je l'ai essayé et c'était vraiment sympathique. Donc, la prochaine fois, je vais dire plutôt oui que non. C'est vraiment agréable et les gens sont super sympathiques. Ici, encore à Bhaktapur, mais comme je dis, on se promène et on voit des choses. Les gens sont assez relax. Ici, le couple est en train de parler. Ils ne me voyaient même pas. Eux autres avec leurs enfants, le monsieur à côté de statues. C'est vraiment, on se promène, c'est comme dans un film. Ici aussi, c'est comme en plein milieu d'une place. Et il y a un chèvre qui est assis là. Eux autres, ils ont la conversation. C'est très normal. On a aussi beaucoup de sculptures en bois à Bhaktapur, aussi très beau à voir. On peut acheter plein d'objets, de choses sculptées. Et le matin, il y avait comme des moines, c'est tous des enfants. Carole, l'autre jour, tu me demandais comment se fait. Est-ce que c'est le rappel de devenir moine? Mais c'est souvent des familles qui sont pauvres, qui ont eu un garçon. Et pour eux autres, c'est comme quelque chose de bien de donner leurs enfants au monastère pour qu'il y ait un moine dans la famille. En même temps, c'est des familles qui ne peuvent plus nourrir leurs enfants, donc ils préfèrent donner au monastère. Donc, ce n'est pas des enfants qui ont nécessairement choisi ça. Par contre, une fois qu'ils sont là, mais c'est tout ce qu'ils connaissent et ils vont faire leur vie comme ça. Et le matin, mais ils vont cueillir, c'est du riz ou l'argent. Et on a la même chose au Thaïlande, au Cambodge. Et moi, c'est la première fois que je voyais ça. Donc, dès que j'ai vu ça, j'ai suivi les moines. Et il y avait toujours un qui me regardait, ici, lui, là. Je le trouvais sympathique. Et il me regardait à chaque fois, mais je suivis, et finalement, j'étais sortie de Bhaktapur. Donc là, après, il fallait que je retrouve mon chemin de retour parce que quand je suis fixée sur quelque chose, à un moment donné, j'oublie tout le reste. Et ça, c'était ma dernière journée à Bhaktapur. Et là, je vais vous montrer, après, c'était le retour. Et ça, je vais juste arrêter le film. Une chose ce qui m'arrive dans ces voyages-là, c'est sûr que ça me prend beaucoup de courage de faire un voyage comme ça toute seule. Parce que tu es là avec tes bagages, tu dois aller aux toilettes, mais qu'est-ce que tu fais avec tes bagages? Ou tu n'as personne à qui parler. Tu n'as jamais une grande conversation parce que le monde est très limité dans leur langue. Mais moi, quand je pars, dès que je suis dans l'avion, je demande la protection à l'univers, à mes guides, pour être protégée et être guidée. Et ce que j'ai remarqué, moi, le symbole, quand je suis quelque part dans ces voyages-là et que tout d'un coup, il y a un papillon qui arrive quelque part, pour moi, c'est un signe que quelqu'un est là pour me protéger. Et c'est ça qui est arrivé. Et par hasard, j'étais en train de filmer.
Donc, il y a un papillon qui a atterri sur mon bras. Et j'ai dit, waouh, merci pour cette signe-là. C'était vraiment ça. Et il y a un monsieur qui est venu vers moi et il dit, ah, lucky lady. Et j'ai dit, à cause du papillon, oui, a butterfly, lucky lady. Et j'ai dit, oui, lucky lady, je me sens très chanceuse. Et ici, ça c'est comme le dernier manche que je retrouve, je trouve que ça représente ce que j'ai senti au Népal, c'est que ça c'est un monsieur qui a beaucoup de vécu. Il est pauvre et en arrière-plan, on voit comment ils sont en train de rebâtir après le tremblement de terre parce que lui a survécu le tremblement de terre. Il est encore là, il a perdu des gens qu'il a connus, mais il est là avec une petite fleur et c'est comme un soleil et je trouve que c'est comme un soleil que les gens ont dans leurs yeux et ça touche directement dans notre cœur. Et pour moi, c'est ça le Népal. C'est ce soleil-là qui vient des gens. Et j'aimerais encore retourner un jour parce que ça m'a vraiment rempli le cœur. Donc, c'est un peu les photos. Donc là, je vous montre un peu les livres. Donc, j'ai fait un livre sur cette voyage-là où il y a les photos, il y a le texte que j'ai écrit sur place à tous les jours. Donc, c'est vraiment avec l'énergie de là-bas. Et il est disponible chez moi. Après, j'ai fait un livre sur le Cambodge aussi. Il y a des gens qui sont venus, comme Carole, à la conférence de Cambodge. Et en ce moment, on est en train de travailler sur le livre de l'Inde. Donc, comme première, je vous montre déjà la couverture, mais on est en train de travailler sur ça et on va le finaliser dans quelques mois pour avoir une conférence aussi. Si vous êtes intéressé, il y a mon site internet que vous pouvez aller. Et Carole m'avait demandé aussi de mettre mon courriel sur ma comme information. Carole, je te laisse la parole. Oui, bien, je voulais justement, vous avez été nombreuses à me demander est-ce qu'on pourrait contribuer au niveau d'une contribution volontaire, tout ça. Je pense que tu as été d'une générosité incroyable, Lydia. Bien sûr, la conférence n'est pas terminée. On va voir de quelle façon tu t'es procuré l'équipement et tout. Et vous avez à l'écran Lydia Photo Montréal à commercial@gmail.com. Pour celles qui auraient envie de contribuer à un niveau volontaire pour Lydia pour cette conférence aujourd'hui, la question sera conférence et la réponse sera Népal, bien sûr. Alors voilà, je te fais part de certains commentaires. Un gros merci, Lydia. Tu es une conférencière super. Entendre certaines de tes paroles et perceptions valait vraiment le coup. Félicitations, je veux y aller, tu me donnes le goût. C'est impressionnant comment ils ont l'air heureux en parlant des moines. C'est merveilleux. Un énorme merci de partager avec nous. J'ai vraiment apprécié les couleurs, les décors. C'est un voyage à faire. Julie, wow, un cadeau, un chaleureux merci à Lydia pour ce beau moment, les partages magnifiques. Mais ça finit plus, là, c'est un feu roulant, Lydia. Merci beaucoup. OK, merci. Mais j'apprécie vraiment ça. Et Carole, mais je veux surtout remercier, parce que là, je vais encore parler de l'équipement pour ceux qui sont intéressés. Mais je veux vraiment te remercier, Carole, parce que tu as pris beaucoup de temps. On a passé des heures le mercredi ensemble avec Zoom parce que pour démêler le fonctionnement, mais c'est aussi toi qui as proposé pour que je puisse donner cette conférence-là. C'est toi qui as mis le groupe Activel en place. Donc, je trouve que dans la vie, tu sais, les gens, j'ai toujours un peu de misère quand c'est toujours une question d'argent et des choses comme ça, mais je trouve que il faut partager ce qu'on a et chaque personne a quelque chose de différent. Et si on fait ça, mais la vie va prendre soin de nous. Donc, je trouve que si on a le goût de faire quelque chose, de partager, il faut le faire. C'est ça la vie, c'est le partage en général. Donc, je suis très contente d'avoir eu cette opportunité-là. Et Carole, vraiment, bravo, tu fais bien ça.